Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 375e rencontre d'endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir un primo-romancier, Benjamin Carteret. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, je vous reçois pour ce fabuleux, merveilleux, je sais pas, j'ai plein de mots dithyrambiques. Premier roman qui s'appelle Perséphone, qui est paru hier au livre de poche. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Je vais juste faire un petit clin d'œil à notre partenaire lecteur.com qui était avec nous depuis presque le début des rencontres, donc ça fait presque 5 ans. Lecteur.com s'arrête, donc je voulais leur faire un clin d'œil et le remercier d'avoir fait ce partenariat avec nous. Mais on a toujours la fondation Jan Michalski comme partenaire. Donc, Benjamin, ce soir, on va partir, comme j'ai dit dans ma bande-annonce, dans la mythologie. Moi, je vous ai découvert. J'ai découvert votre écriture. J'ai découvert, bon, le mythe de Perséphone. Moi, je le connaissais. Mais j'ai adoré votre relecture. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 1 minute, pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou qui ne connaissent pas le mythe de Perséphone, qu'est-ce qui se passe dans ces 600 pages? Alors, dans ces 600 pages, pas dans le mythe, parce que du Oui. coup, pour écrire ce livre, je me suis servi du mythe, mais je suis allé un petit peu au-delà. Dans ces 600 pages, qu'est-ce qui se passe? On découvre un univers qui est l'univers des dieux, les dieux de la mythologie grecque, et l'ordre un petit peu paisible, entre guillemets, dans lequel ces dieux ont enfin pu développer notre monde, le monde le monde que nous connaissons. Et en fait, cet ordre paisible est organisé, très structuré, extrêmement hiérarchisé et géré par une grande famille, des frères et des sœurs qui ont vécu beaucoup de traumatismes et à la tête desquels se trouve Zeus, le roi de l'Olympe, et donc le roi des dieux et donc de l'univers qu'il a organisé sous lui. Et dans ce livre, on suit plus particulièrement sa sœur Déméter, à laquelle il a offert la mission de transmettre l'agriculture aux hommes, aux humains, pardon, et sa fille, leur fille, puisqu'en fait c'est très incestueux dans cette famille, leur fille, Corée, qui suit Déméter sur les terres des humains, chez les mortels. Ce que les dieux ne font pas, ils restent très cloîtrés dans les enceintes de l'Olympe. Et en fait, on suit la découverte de ce monde, qui est notre monde, par les yeux de deux déesses, une mère et sa fille, et progressivement une sorte de prise de conscience qui va les gagner toutes les deux et qui va un petit peu les faire voir d'un autre œil tout cet ordre auquel elles appartiennent, pardon, et toutes les deux vont prendre progressivement des chemins jusqu'à ce qu'arrive un événement très malheureux, puisque la fille, Corée, se fait enlever, et la mère va partir la chercher partout dans le monde et découvrir où en fait elle a été enlevée. Et va s'enclencher une deuxième partie de l'histoire qui est la partie la plus connue, c'est-à-dire l'enlèvement de Corée, la recherche de Déméter dans le monde de sa fille, et en fait Déméter qui, endeuillée, puisqu'elle ne va pas pouvoir aller chercher sa fille, va refuser cet ordre global en le menaçant, puisque son pouvoir est immense et lié à des forces ancestrales qui sont les forces de la terre et des déesses de terre. Euh, elle est la fille de Rhea, qui était une déesse de terre, la petite fille de Gaïa, qui est la déesse primordiale qui a donné en fait vie à tout cet univers. Et Corée, de l'autre côté, là où elle est enlevée, sans trop en dire, va elle aussi faire son chemin et va se découvrir et va découvrir son propre pouvoir et va se rebeller elle aussi et va lancer un grand non, va brûler un petit peu tout cet ordre pour pouvoir se révolter. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à la lecture, je me suis dit comment on peut se réveiller un matin en se disant, tiens, je vais revisiter le mythe de Perséphone et en faire un livre. Qu'est-ce qui vous obsède ou vous attire tant chez Perséphone? Chez Perséphone, ce qui m'a poussé à l'écriture, parce qu'avant l'écriture, il y a eu de la recherche, beaucoup, mais ce qui m'a poussé à l'écriture, c'est qu'après avoir beaucoup lu sur le sujet, j'ai tout de suite trouvé des accroches avec notre monde contemporain. Euh, et une des premières portes d'entrée, ça a été l'aspect psychologique, à la fois de la mère et celui de la fille, par le prisme de l'enlèvement. La mère perd son enfant, et du coup, c'était quelque chose qui est très actuel, la perte d'un être aimé. Euh, et d'un autre côté, la fille se fait enlever.
Et on va voir progressivement dans l'histoire et dans le mythe initial, Perséphone, Corée, qui devient Perséphone ensuite, se fait enlever. Elle se fait enlever et elle accepte son sort. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me troublait beaucoup dans le mythe initial, dans la structure même archaïque de ce mythe, c'est que, bah, en fait, elle ne refuse pas en fait ce qui lui arrive et bah, c'est la seule à ne pas parler d'ailleurs dans le mythe. Dans l'hymne homérique à Déméter, Perséphone est la seule à ne pas parler, à ne pas émettre un avis, une opinion. Et elle va accepter son sort et devenir reine du lieu dans lequel elle était enlevée. Et, et moi, je trouvais ça assez intriguant, puisqu'en fait, c'est les bases de ce qui va arriver plus tard, de ce qui est le syndrome de Stockholm. Elle tombe amoureuse de son ravisseur, et en fait, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Et je voulais comprendre comment un personnage peut arriver, peut changer d'un monde à l'autre et peut arriver à épouser en fait les idées d'un ravisseur et comment le ravisseur lui aussi va épouser les idées de la personne qui l'a enlevé et comment ensemble ils vont essayer ils vont former une nouvelle équipe contre l'ordre établi. Voilà, donc ça c'était la première chose qui m'a poussé à écrire. Alors, il y a quatre parties dans votre livre. Alors, le mythe, c'est plutôt vers la fin que vous y revenez. Il y a Ouais. un temps long, mais moi, j'ai trouvé que ce temps long, il était nécessaire. Comme dans la littérature russe, il faut savoir quels sont les personnages. Et c'est là que je me suis dit, il est génial, en fait, Benjamin. Moi, j'aurais aimé l'avoir comme prof de latin parce qu'il nous aurait fait ça. On aurait appris, parce que vous nous faites une revisite quand même de la mythologie qui est assez exceptionnelle et c'est pas rébarbatif. Et puis, à Ouais. chaque fois qu'on oublie un personnage, on se dit, mais c'est qui? Et vous? Vous, comme par magie, vous répondez à la question. Donc ça, c'est génial. Après, il y a beaucoup de grâce dans votre écriture, Ah, merci. poésie, et c'est surtout la modernité. Alors, un double mouvement dans votre livre. Il y a déjà l'ascension de Corée vers son pouvoir et son passage à la force dans le monde souterrain. Mhm. Comment vous avez équilibré la dynamique narrative, justement, là-dessus? Euh, C'est c'est drôle que vous parliez de ça, vous parliez de ça, qu'on parle de ça parce que le livre, progressivement, je ne l'avais pas imaginé comme ça. En fait, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que ce soit un roman choral entre la mère et la fille. Donc, du coup, le rythme a été aussi donné par ça. Vous parliez d'un temps long et c'est quelque chose qui était important pour moi parce que c'est important de prendre le temps de la lecture déjà, et on est de plus en plus challengé par cette action. Et là, en fait, cette histoire appelait en fait à un souffle antique, à un souffle presque hymnique, très lyrique, et je voulais vraiment qu'on soit dans quelque chose d'ancien. Que la langue soit un peu ancienne, qu'on retrouve des expressions homériques, que ça nous emporte dans un univers complètement différent. Et pour le rythme, au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que je l'ai un peu construit comme un sablier, Mhm. le livre. On a un ordre au début, on a quelque chose, une géographie de personnages, une géographie d'histoire, hein, tout un contexte qui en fait va tendre à s'inverser et à la moitié du livre avec cet enlèvement, qui est un petit peu la pointe qui relie les deux mondes. Et en fait, pour moi, c'était vraiment le monde des vivants, le monde des morts et les deux se croisent. Déméter, qui au début est la grande déesse fertile, féconde, qui amène les blés dans les champs, il y a des vagues d'or qui poussent autour d'elle, et Corée qui n'a pas de pouvoir, hein, qui est vraiment la force stérile en fait de ce couple. Progressivement, tout va s'inverser. Déméter, endeuillée par l'absence de sa fille, va assécher toutes les ressources, elle va faire connaître au monde son premier hiver, et par effet de sablier, dans l'autre monde, Corée va devenir Perséphone et elle va faire de cet autre monde, qui est en fait une sorte de grande zone sombre et brumeuse, complètement, complètement infertile et peuplée d'âmes comme des ombres, va faire en fait de ça un royaume qui est en fait le cœur de terre, qui est le cœur battant de terre, qui est l'endroit duquel provient toutes les énergies qui font pousser les arbres, les graines, les plantes, qui nourrissent tout en fait. Et c'est cette bascule que j'ai essayé de créer dans le livre, même au niveau du discours, puisque à un moment même, Déméter, elle est dans la deuxième partie du livre, elle perd son entrain, elle perd une sorte de volonté de vivre, et elle s'apprête même à faire quelque chose à un certain moment. Elle s'apprête à retirer la totalité des ressources des humains sur Terre, pile au moment où Perséphone est presque au vertige de son pouvoir, où elle apprend à contrôler les feux souterrains, où elle organise toute cette géographie infernale autour d'elle. Et en fait, à la fin du livre, les deux vont se retrouver. Il y a quelque chose qui va se passer pour justement allier en fait cette dynamique, qui est une dynamique
Et c'est ça, du coup, c'est pour ça que j'ai construit le livre comme ça, qui est une dynamique cyclique. Ouais. En Comme le fait, cycle naturel, en fait, comme le cycle naturel des saisons. exactement, puisqu'en D'accord. fait, c'est ce mythe que les Grecs ont créé pour pouvoir expliquer les saisons. C'est parce que Perséphone est sous terre, enlevé par Hadès, spoiler, que, mais tout le monde le sait, que, que Déméter est triste et qu'en fait, elle fait connaître l'hiver au monde. Et c'est quand Perséphone revient voir sa mère, revient la visiter, qu'en fait Déméter est heureuse et elle fait pousser la nature et elle fait venir le printemps, puisque Perséphone est la déesse du printemps. Donc Perséphone, quand elle arrive sur Terre, libère le printemps, Déméter est heureuse, tout fleurit. Et donc, en fait, c'est ce cycle un petit peu que je voulais un peu incarner dans l'écriture pour pouvoir montrer, pour montrer que même dans le corps du texte, on est dans quelque chose de cyclique. Les personnages se répondent, la chose s'inverse complètement au niveau du livre avec cet effet de sablier, et à la fin, il y a un élément de bascule qui vient donner en fait le premier rythme du monde. On a eu un grand été au début, on a eu l'hiver du monde, et bam, on peut repartir, et là, le cycle est enclenché, Vous qui est avez la vie et la mort. Pardon. Alors, beaucoup de recherche, j'imagine. Comment vous avez travaillé? On ne devient pas un peu schizophrène là? C'est un travail colossal quand même. Nous, on le perçoit pas quoi, on sent qu'il y a du travail, mais c'est tellement fluide, tellement naturel. Nous, on a l'impression d'y être, hein. On voit les champs, on est super, on a des vétères d'un côté, Corée. Quand elle dialogue, on a l'impression d'être nous le spectateur, comme des nymphes. Comment vous avez fait? Je pense que déjà c'est un univers qui me passionne depuis l'enfance. Et c'est drôle parce que c'était un moment de ma vie où j'étais plus en phase un peu avec mon environnement professionnel. Et, et je pense que j'ai aidé ce personnage à faire sa grande rébellion par rapport à ce monde qu'elle refuse, Corée, Perséphone et Déméter, je les ai aidés autant qu'elles m'ont aidé moi à refuser tout ça. Et en fait, je me suis vraiment enfermé. J'ai beaucoup lu, beaucoup lu. Et un point important dès le début, parce que je pensais pas que j'allais le publier à la base, je l'ai vraiment écrit pour moi parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc je me suis senti très à l'aise dans cet univers et je me le suis un peu expliqué à moi-même en reprenant un peu les bases, en disant, OK, dans cet univers-là, cette histoire-là, ce personnage-là, comme je le conçois, comment je pourrais l'expliquer de façon un petit peu claire et plausible avec une psychologie contemporaine. Parce qu'en fait, toute l'idée de ce livre, c'est de prendre un archétype, une structure mythologique et de la faire parler à notre époque pour qu'on pour qu'on puisse comprendre en fait les vrais tenants et les aboutissants de cette histoire, qui n'est pas une histoire de dieux et de déesses complètement déconnectée de notre réalité. C'est une histoire qui parle de notre rapport à la nature, qui parle de notre rapport avec notre propre famille, Les avec pouvoirs, les rapports de pouvoir. les rapports de pouvoir, l'autorité, exactement. Oui, oui. Non, non, c'est ça qui est dingue, c'est la modernité, parce qu'il y a tout, il y a tous les bons ingrédients. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la jalousie, il y a le pouvoir qui arrive, il y a la mort, il y a la vie, tout ça, et c'est complètement moderne. C'est ça qui est dingue. Quand je me suis dit, quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, si on pourrait changer de titre. Ah, et qu'est-ce que ça pourrait Ah, être? je sais pas, là j'ai pas répondu, mais là il est très connoté, Perséphone c'est très connoté mythologie, mais il y aurait eu un autre titre, ça passait comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire. C'est Voilà, vrai. ça veut dire. Ouais, ouais, Et bien sûr. puis, vous disiez que vous étiez passionné. Alors, moi, si j'ai bien lu votre parcours, vous êtes spécialiste d'histoire moderne, et là, on est quand même dans la mythologie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous êtes très brillant en histoire moderne, et là, vous. Alors, votre passion, elle est communicative, parce que quand on vous lit, on se dit, mais ce garçon, il est amoureux de la mythologie, quoi. Et il nous l'explique comme si, voilà, je caricature un peu, comme si on avait 5 ans, mais c'est tellement bien expliqué. On se dit, Ah, on comprend tout, tout est clair. merci. Et c'est pas, je vais être vulgaire, mais c'est pas chiant à lire. Voilà, ça fait peur parce qu'il y a 600 pages, mais on rentre dedans comme si c'était une saga familiale. Ça pourrait être une saga familiale. La mythologie, c'est quand même une Et grande saga familial. familiale avec tout ce qui Mais se que passe. ça, euh, ouais. voilà, il y a le méchant, il y a le bon, tout ça. C'est ça qui Oui. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Et la chose, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé jusqu'au bout du livre comme fil d'Ariane, encore. Je voulais vraiment que les personnages ne soient pas ce soit pas manichéen.
Mm. Je voulais pas que Déméter soit la grande déesse fertile qui, en perdant sa fille, était la grande victime de cette histoire. On comprend à un moment dans le livre qu'elle a failli, elle aussi, frôler quelque chose qui était assez dérangeant vis-à-vis des choix qu'elle faisait. Corée, Perséphone aussi, frôle un petit peu un extrême dans son propre pouvoir, parce elle, elle est un peu tout feu tout flamme, c'est le cas de le dire. Et donc, du coup, elle a même une voix très adolescente. Même moi, en l'écrivant par moments, je me disais, ah, faut que tu te calmes, parce que ça va un peu loin. Et en même temps, je me disais, mais oui, mais non, mais ce sont des déesses, tout est un peu décuplé. Hadès n'est pas le grand méchant qu'on imagine. Oui, c'est ça Zeus n'est pas le grand-père de famille qu'on imagine. Héra n'est pas la déesse acariâtre qu'on imagine. Elle l'est, mais on comprend aussi pourquoi elle est devenue comme ça. Et c'est ça que Hermès, qu'on pourrait croire très frivole et, et un petit peu de tous les côtés, qui choisit pas vraiment de camp, a un côté qui est très vicieux dans le livre aussi. Et c'est ça que je voulais vraiment amener, c'est que en fait, rien n'est jamais très clair dans le monde autour de nous. Et les personnages, j'ai essayé de leur donner une certaine complexité et que ce ne soit pas les archétypes qu'on a l'habitude de rencontrer. Alors, il y a beaucoup de réflexions aussi. Et je me suis demandé, je dis, est-ce que Perséphone serait pas le double féminin de Benjamin Carteret? Euh, je pense, oui. Je pense. Je pense que je pense que c'est honnêtement, et c'est pour ça que ce livre, c'est son nom, c'est le nom de Perséphone, c'est le nom de la déesse qu'elle devient. C'est un petit peu ça, c'est un peu c'est un peu la femme en moi que j'ai voulu exprimer et que j'ai voulu faire sortir un peu à la lumière, puisqu'en fait c'est tout un jeu. Ce mythe est tout un jeu de l'obscurité et la lumière. C'est d'accepter en fait notre part d'enfer en nous pour pouvoir revenir à la lumière transformée. C'est ça Perséphone. C'est comme vous savez, à Éleusis qui est le haut lieu un haut lieu, un sanctuaire panhellénique, donc de toute la Grèce. Nous, on appelle ça la Grèce aujourd'hui, mais à l'époque archaïque, ça ne s'appelait pas la Grèce. Mais de toutes ces tribus et de tous ces peuples et de toutes ces cités, Éleusis était un haut lieu de culte dans lequel on honorait Déméter, Perséphone et Hadès. Et en fait, il y avait tout un rituel autour du grain de blé. Et en fait, Perséphone était ce grain de blé. C'était le fruit de Déméter, c'était le fruit, le grain de blé de Déméter qu'on enfouissait sous terre, qui disparaissait sous terre, et qui était la promesse d'un avenir fécond avec le blé qui devait germer plus tard dans l'année. Et en fait, ben, j'aime bien cette idée qu'en chacun de nous, il y a quelque chose qu'on doit, une part d'obscurité et de lumière qu'on doit accepter. Et Perséphone, c'est clairement une part et d'obscurité et de lumière en moi. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelle est la place du destin quand vous avez fait cette réécriture? Est-ce que vous êtes vraiment collé à l'histoire ou est-ce que vous vous êtes permis des libertés insoupçonnées? C'est-à-dire que Euh, finalement, vous êtes allé, vous avez écrit et vous avez laissé votre clavier ou votre stylo, je ne sais pas comment vous écrivez, aller libre cours en disant, ben voilà, j'y vais. J'y vais parce qu'on est dans un mythe, on est dans une réécriture. Est-ce que le destin a une place dans cette réécriture? oui, je pense, oui. Le, j'ai, euh, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. J'ai vraiment, je crois que je me suis mis à écrire. Je ne me suis mis à écrire qu'après avoir beaucoup lu au bout de 3 années, je pense. L'écriture a pris ouais, j'ai lu pendant 2 ans. J'ai lu et je me suis renseigné. J'ai suivi des cours pendant 2 ans, un peu sur ce sujet-là. J'ai écrit pendant 2 ans. Et il y a eu une année de relecture, de correction, de coupure, beaucoup. Et, et en fait, pendant ces 2 ans de lecture, j'ai compris en fait que ce mythe n'existe pas. En fait, le mythe de Perséphone, surprise, n'existe pas. Ce sont des mythes de Perséphone, et des mythes de Déméter qui existent. Et en fait, c'est ça qui est assez frustrant avec la mythologie grecque, mais toutes les mythologies, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter à un instant dans le fil de l'histoire. On peut prendre le mythe à l'époque hellénistique ou à l'époque archaïque, dans telle région et dans telle cité, mais en fait, on fait 15 kilomètres plus loin et on va, au lieu d'être à Éleusis, on va à Thèbes, et en fait, on retrouve la même structure de mythe avec des personnages qui changent un petit peu. Et en fait, ce que j'ai fait pendant 2 ans de recherche, c'est que j'ai essayé de comprendre un petit peu toutes les versions, de comprendre d'où venaient en fait ces dieux. C'est pour ça qu'on est au début du livre en Mésopotamie, parce qu'en fait, Déméter et Perséphone ne sont que des avatars de déesses fertiles des grandes plaines désertiques orientales, proche orientales.
qui ont aussi donné par ramification Aphrodite, Astarté, Artémis, Rhea, Cybèle, toutes ces déesses fertiles et toutes puissantes liées à la nature, en fait, sont une seule et grande même déesse de terre. C'est pour ça qu'il y a un petit peu cette porosité entre les personnages féminins dans le livre. Et quand et quand j'ai vraiment cherché toutes ces ramifications, j'ai essayé de décrire l'histoire qui pour moi était à la fois la plus fidèle à la structure, au squelette, tout en laissant entre ces grandes articulations assez de liberté pour pouvoir moi y amener quelque chose qui était assez important pour moi, et notamment des surprises comme tout le rapport avec les éléments, qui était quelque chose que les Grecs ne connaissaient absolument pas, le rapport au feu, à l'eau, à la terre et à l'air et que j'ai trouvé assez logique dans ces différentes générations de déesses qui se précisent au final, puisqu'on a la Gaïa, la déesse primordiale, qui est la terre primordiale, puis Rhea, une terre humide, maternelle, qui donne le sein, qui fait couler les eaux, qui permet d'irriguer cette terre sèche. Qu'est-ce qui se passe après l'irrigation? Le grain germe et du coup va pousser vers l'air. Et j'étais très heureux de trouver cette grande métaphore filée et de la terminer avec le feu. Et pour moi, Perséphone, c'était vraiment le feu du printemps. C'est ce qui fait éclater l'écorce, c'est ce qui fait venir à la lumière la nature. Et voilà, donc tout ce rapport aux éléments est pas du tout dans la mythologie. Et plein de choses aussi, bah, tout le rapport avec Hadès, qui est pas du tout celui qu'on attend, le rapport avec les autres dieux. Euh, La géographie des enfers aussi, que j'ai essayé d'être la plus proche de ce qu'on avait comme idée. Et là aussi, c'était très intéressant parce que l'Hadès, en général, puisque les enfers, c'est une conception chrétienne, on n'appelait pas les enfers enfers chez les Grecs, on appelait ça l'Hadès. Et, euh, et il y avait une géographie, mais cette géographie a évolué et elle est évoluée comme dans le livre. Et j'ai essayé de donner cette impression. Au début, quand Perséphone, Corée arrive dans l'Hadès, ce n'est qu'une vaste zone sombre et humide avec un brouillard. C'était comme ça que les Grecs, à l'époque archaïque, pensaient le monde souterrain. Et au fur et à mesure, ça s'est précisé avec les textes, avec les Aèdes cette zone un peu floue et très lointaine a commencé à avoir une géographie propre avec des fleuves, des montagnes, un palais, etc. Et au fur et à mesure de son histoire dans ce lieu-là, on comprend aussi que Perséphone découvre qu'il y a des fleuves, des vallées, des monts, qu'elle peut se déplacer à l'intérieur, etc. Et en fait, très loin, et à la fin du livre, et très loin dans le temps aussi, à l'époque hellénistique, sont arrivés des juges dans l'Hadès qui a fait changer et basculer toute la notion de monde souterrain infernal d'une hiérarchie qui était sociale, c'est-à-dire bah, à la base, on on était rangé dans les différentes régions de l'Hadès en fonction de notre statut social dans la vie. Et en fait, progressivement, c'est le jugement qui a pris plus de place. En fait, c'était en fonction de nos actes dans notre vie qu'on était répartis, si on avait été bon ou mauvais, ce qui est un petit peu la planche qui commence à être poncée pour toutes les grandes religions monothéistes qui ont suivi après. Pardon, je suis parti un peu loin. Oh non, c'est passionnant de vous écouter. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, j'arrête, j'en peux plus, c'est trop compliqué, comme vous écriviez à la base pour vous. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, non, non, c'est bon, là, c'est trop... Ça va. Non, non, enfin oui, parce que l'histoire arrive. Oui, en fait, si. À deux moments, deux moments de la fin, il y a un grand moment de naissance à la fin. Et à la fin du livre. Et ça a été, ça, je l'ai vécu comme, je fais aucune comparaison parce que c'est incomparable, mais je l'ai vécu comme une sorte de délivrance aussi vis-à-vis du projet, vis-à-vis de ce livre et du texte. Et je me suis dit, ça tombe parfaitement à cet instant de l'histoire parce que je me sens moi-même, je sens que ces personnages deviennent indépendants de moi. Il y a un moment magique dans l'écriture, il y a un moment magique qui est ce moment où en fait, au début, on est très libre dans un travail d'écriture parce que bah, ce personnage, je sais pas, ce personnage est en rébellion, celui-là est très sociable, etc. Lui, il aime le chocolat, elle le tarama, plein de choses. Et en fait, ce sont plein de petites règles qu'on commence à mettre de manière très libre, mais qui, au fur et à mesure de l'histoire qu'on développe, viennent entraver un petit peu tous les personnages et font que, ah oui, mais en fait, lui, je ne peux pas lui faire dire ça. Parce que du coup, j'ai dit ça avant. Et plus on avance, et le livre fait 600 pages, et plus en fait toutes ces petites règles, elles deviennent
à la fois oppressante, mais c'est un jeu. On doit jouer avec ces règles-là. Mais Et vous maîtrisez quand même très très bien, donc ouais, ça va. merci. Et du coup, j'étais heureux d'arriver à ce moment de naissance à la fin, puisque c'était un peu, mes personnages étaient presque indépendants. Je les suivais plus que moi, ils me suivaient moi dans mon travail d'écriture, et je courais après le texte en disant, ah, mais il faut que je dise, évidemment, il faut qu'elle vive ça, mais ils allaient presque trop vite pour moi. Et à la fin, bah, il y a ce grand moment de révélation à la fin, et je ne pensais pas arrêter le livre à ce moment-là. Je pensais aller un tout petit peu plus loin. Et je me suis dit que vu que le livre était très symbolique, il y a vraiment beaucoup de symboles. On peut le lire sur plusieurs strates, en fait, le livre. On peut le lire comme une histoire familiale, comme presque un livre de science-fiction, comme un livre littéraire, comme plein de choses, comme de la mythologie. Mais on peut aussi le lire de manière très symbolique, de bout en bout. Il y a beaucoup de messages que j'ai essayé de faire passer de façon un peu sous-jacente. Et en fait, j'ai trouvé que de terminer sur cette vision-là, sur cette image-là, était beaucoup plus puissante que de terminer sur le conflit qu'on attend et qu'en fait, on n'avait pas besoin d'avoir puisqu'il avait été déjà désamorcé dans les derniers chapitres. Voilà. Il y a beaucoup d'humanité aussi. D'ailleurs, il y a un petit problème. Corée, elle est très proche. En fait, c'est un peu une médiatrice. Elle est un peu une médiatrice entre les humains et les dieux. Quoi, les mortels, on va dire plutôt. Et les Oui. dieux ne meurent pas si facilement que ça. Non. Est-ce que l'évolution, son évolution, elle est plutôt politique ou intime? Oh, ben, bonne question. Mais du coup, les deux, puisque l'intime est politique aussi. Mm. Et enfin, je pense. Et je pense que du coup, ce qu'elle ressent est intime. Mais en fait, ça va tellement à l'encontre de l'ordre qui est autour d'elle que ça doit devenir politique pour que ça change, pour que son intimité puisse être englobée dans quelque chose d'accueillant. En fait, elle est, dès le début de son grand non à tout cela, qu'elle oppose à son père et à tout cela, euh, on sent que les autres sont rangés comme des petits soldats et qu'ils paniquent un petit peu à l'idée que l'une des leurs dise non ou refuse. Et en fait, ce qui paraissait assez léger, très bien huilé comme mécanique, euh, commence à s'énerver un petit peu de cette jeune déesse qui, au final, n'est pas très impressionnante, mais qui commence quand même à tous les embêter un petit peu. Et c'est pour ça que les événements se succèdent. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des choses qui ne sont pas vraiment dans le mythe et avec lesquelles j'ai pris un petit peu de liberté. L'enlèvement, à la base, c'est pour ces raisons-là qu'elle est enlevée. Oui. Pour des raisons beaucoup plus simples. C'est Zeus qui accepte de la donner en mariage, vu que c'est le roi, il peut faire ce qu'il veut, il accepte de la donner en mariage à son frère. Et là j'ai voulu renverser un petit peu ça, et c'était presque comme une sorte de jeu dangereux, parce que je voulais pas que Hadès soit le grand méchant de l'histoire. Et donc, du coup, comment on peut justifier un tel acte? Mm. Toute la difficulté a été de faire accepter, d'une part, que Hadès n'était pas le grand méchant, que son acte pouvait être un petit peu compris, même s'il était d'une grande violence. Et aussi, bah, c'est une famille, comme je l'ai dit, très incestueuse. Donc, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles il fallait que je marche comme sur des œufs pour essayer de faire que ce soit réaliste, alors qu'en fait, ça ne peut pas l'être du tout. Et c'était dans la psychologie des personnages, pour que les personnages soient vraiment dans une psychologie contemporaine à la nôtre, que j'ai le plus pris des petites pincettes et joué comme un horloger pour que ce soit crédible. Alors justement, moi je voudrais revenir parce que vous êtes un peu farceur, c'est pas le mot. Souvent l'Olympe et les enfers sont souvent perçus comme deux opposés. Mhm. Dans votre récit, ça semble un peu brouiller les frontières. Votre récit, il brouille un peu ces frontières. On a l'impression que finalement, c'est pas si opposé que Mhm. ça. Est-ce qu'on peut y voir une remise en question de la dichotomie lumière-ténèbres? Mhm. Est-ce qu'on peut voir aussi dans Perséphone une figure de l'émancipation féminine? Parce que Bah, bah ah, oui. Bah, c'est évident. Moi, Perséphone, tout à l'heure, on disait bah, que c'est un peu le féminin en moi qui a parlé, mais c'est surtout le féminin autour de moi. Enfin, le féminin, les féminins autour de moi qui ont parlé, et c'est toutes les femmes qui m'entourent, ce qu'elles ont vécu, de plus heureux comme de plus malheureux, qui m'a vraiment profondément inspiré. Et je suis entouré par beaucoup de femmes.
fortes, fragiles, enjouées, dans toute leur complexité, qui ont infusé dans tous ces personnages, parce qu'il n'y a pas que Perséphone en fait. Il y a Déméter, il y a Héra, il y a Daïra qui est dans le livre et qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est un peu un personnage secondaire, mais qui est extrêmement important. Il y a plein de personnages féminins qui sont importants. Et c'est d'ailleurs un petit peu, on se rend compte que tous les personnages féminins importants sont des personnages qui sont euh, presque tout-puissants. Gaïa, Rhea, La Nuit, Nyx, Estia, Hécate, qui arrive aussi à un moment, un court moment, mais pour un moment un peu charnière. Déméter sont des déesses qui était en fait avant notre Méditerranée antique qui s'est faite coloniser par des dieux venant, venant un petit peu de contrées plus au nord avec les grandes invasions qu'il y a eu à la fin de la période, après, à la fin de l'âge du bronze. Il y avait une dominance de divinités féminines toute puissante, liée à la nature, féconde, fertile, etc., et liée aux animaux, qui lentement se sont fait pousser sur le côté pour que les grands dieux du ciel arrivent et puissent, eux, ordonner le monde. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans le livre, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, et c'est cette dichotomie aussi ciel-terre qui, qui, qui était importante et qui n'était pas du tout, qui n'est pas du tout dans le mythe à la base et que j'ai un peu amené. Et du coup, pour moi, toutes ces déesses terre, c'est un petit peu toutes ces femmes qu'on empêche ou qu'on essaie de pas trop écouter ou on en parlait tout à l'heure d'un lecteur qui ne voulait pas lire de livres, vous et moi, qui ne voulait pas lire, qui vous avait confié qu'il ne voulait pas lire de livres écrits par des femmes aujourd'hui, au XXIe siècle, qui arrive dans une librairie et qui dit je ne veux pas lire de livres écrits par une femme. Donc c'est quand même à se taper la tête contre un mur. Et pour moi, c'était important de donner un élan et de plus être poli dans le refus et le non à cet ordre un petit peu patriarcal. C'était vraiment de donner un grand coup de pied, de juste le faire flamber à grande flamme, quoi. C'est un peu un grand nom à tout ça. C'est pour ça qu'il y a des flammes partout. Ça, c'est la grande version. C'est pour Ouais, je vais le remontrer à l'écran, qu'on le voit bien, parce que la couverture est quand même sublime. Le livre de poche a fait vraiment une couverture. La première du brochet chez Charleston était belle, mais là, ouais. elle est quand même. On la voit bien, hein, sur les Ah tables. ben Je peux te dire. celle-là, elle est extraordinaire. Ben oui, en plus, il y a plein Elle est- d'éléments. Il y a les grenades, puisque la grenade, c'est quand même le symbole de Perséphone, hein. Exactement. Et ça aussi, dans le livre, c'est un petit détail que j'ai voulu glisser, parce que dans le mythe, en fait, elle se fait capturer dans l'Hadès, parce que Hadès lui impose de manger une nourriture de son royaume, et en fait, quiconque mange une nourriture du royaume d'Hadès appartient au royaume d'Hadès. C'est un petit peu un piège qui lui tend. Il la force à manger un pépin de grenade ou plusieurs, et c'est comme ça que Perséphone est obligé de rester dans son royaume. Et là, évidemment, c'est complètement impossible. Enfin, c'était impossible pour moi d'expliquer ça, de raconter ça. Et j'ai tourné un peu la chose, puisqu'en fait, les Grecs, un des rituels qu'on pense avoir retrouvé de cette période archaïque, c'est que le grain de grenade avalé était un symbole du mariage entre deux époux. Et du coup, ça devait faire partie du rite, et c'est pour ça que j'ai préféré la lier de manière symbolique, encore une fois, avec cette terre-là, parce elle l'avait épousée, la personne. Pas, elle s'était, pas on lui avait imposé ce choix. C'était important pour moi tout le long, et on parlait de donner une place à la voix, à des voix féminines importantes. C'était important pour moi de lui donner un choix dans cette histoire, parce que dans le mythe initial, elle n'en a absolument aucun. Elle est là, on la prend, on l'enlève, on la met quelque part, elle est contente, tant mieux, happy ending, tout le monde est content. Et en fait, non, il fallait elle parle, il fallait qu'elle ait un choix dans cette décision, et notamment dans l'élément le plus important du mythe, c'est-à-dire sa remontée auprès de sa mère. Et son choix aussi de rester avec Hadès. Et du coup, pour moi, c'était important qu'il y ait une sorte d'un moment de grande réflexion sur pourquoi je remonte, mais pourquoi je reste aussi.
Alors, il est sorti, je vais rappeler à nos amis lecteurs, parce que souvent les gens ne le savent pas, moi on me posait souvent la question, vous avez la chance d'être sorti en format poche. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand vous apprenez que finalement votre livre, bon, il est sorti l'année dernière, c'est ça, en mars, Il est sorti à la même date l'année voilà, dernière. Mm. qui va avoir une seconde vie en Ouais. format poche. Ça fait quoi? Ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que je dirais pas que j'ai été plus ému parce que ce sont deux choses complètement différentes, mais moi je suis un grand lecteur de poche, tous les types de poches depuis longtemps, parce que je trouve ça très pratique évidemment. Et en fait, je la connais cette mise en page, cette forme, cette typo, cette page de titre, et le fait de l'ouvrir et de voir mon texte publié comme ça m'a fait vraiment, ça m'a donné beaucoup d'émotions en fait. Et c'est merveilleux parce que le poche, c'est un format qui est tellement, j'ai perdu le mot, mais qui est tellement diffusé, qui est tellement accessible que les prix ne sont pas excessifs, il est absolument partout, on peut le trouver dans n'importe quelle librairie, dans les grands centres commerciaux, et j'aime cette idée que ce soit un livre proche, voilà, et pas quelque chose qu'on trouve dans une librairie, un grand format dans une librairie un peu spécialisée. Voilà. Ça, pour moi, c'est une chance et c'est une force inouïe parce que c'est un peu une consécration, parce que ça veut dire que l'histoire, l'histoire, en fait, touche un plus grand nombre de personnes et comme je le dis souvent, le travail d'écriture, c'est un travail très solitaire, bizarrement, alors qu'en fait, on est lu par beaucoup de gens. Mm. Mais ça, c'est le pont entre les personnes et c'est ça qui permet d'échanger aujourd'hui, nous, ce soir, et dans les salons ou dans les gens que je rencontre qui ont lu le livre, et ça, c'est très précieux. Donc, d'être en poche, c'est une visibilité, une ouverture au monde extraordinaire. Est-ce que vous aviez une appréhension par rapport au sujet de sortir un livre sur un livre un peu mythologique? Est-ce que vous êtes dit, je suis un grand fou, ça va pas marcher? Comment il a été accueilli ce livre? Euh, euh, non, je me suis pas dit ça parce qu'en fait, je l'ai écrit pour moi à la base. Je l'ai vraiment Mais là, écrit. oui, pour vous, mais là, maintenant, tout le monde l'a lu, quoi, tout le monde. Beaucoup l'ont lu. Il n'y a pas que vous, ni que votre entourage. Je veux dire, il a Ouais, été des tas de librairies. Il y a des libraires qui se sont dit, tiens, je vais le mettre en coup de cœur. Parce que j'ai vu Mm. qu'il y avait des libraires qui l'avaient mis en coup de cœur et le grand format et le petit format. Euh, Ouais. donc, ça vous la trouille un peu? Parce que vous êtes devenu un auteur maintenant. Vous Mais avez publié, ouais, vous êtes ouais, c'est sorti en vrai. poche. Donc là, il n'y a pas le syndrome de l'imposteur. Vous êtes devenu un auteur. Parce que souvent, Ouais. oui, mais c'est un premier roman. Je sais pas si je suis pas légitime. Bah, si, vous avez quand même écrit un truc. Hmm. Je sais pas qui est capable d'écrire ça à l'heure actuelle. Je crois que vous vous rendez Ouais. compte, vous avez écrit un grand livre, hein, parce Ah, que merci. c'est quand même fabuleux. La réécriture, moi j'engage vraiment les gens. Hier, quelqu'un m'a demandé, parce que je fais toujours du conseil de librairie, hein, même si libraire un jour, libraire toujours, quelqu'un m'a demandé une saga familiale. Moi j'ai dit, bah, attends, j'ai mieux. Perséphone. C'est Génial. le premier truc qui m'est venu parce que je me suis dit, mais oui, il y a tout là. C'est comme une bonne série. Ça serait en série, mais les gens adoreraient. Ah, ce serait génial en série. Je serais très curieux de voir. Ça doit ça doit donner un vertige énorme d'être un auteur et de voir ces personnages qu'on a imaginés, avec lesquels on a vécu et on vit toujours avec, de les voir portés à l'écran avec des expressions, des visages et tout. Ça doit être dingue. Oui, mais vous faites mieux que le réalisateur parce que vous êtes le chef-op, hein, vous êtes au costume, vous êtes à tout, quoi, hein, vous êtes au décor, vous êtes au dialogue, vous Ouais. faites mieux que Et, le réalisateur, en fait. Hein. et c'est ça qui était aussi intense dans le travail dans le travail d'écriture et que j'ai découvert puisque j'ai appris à écrire avec ce roman. Ce qui était intense, c'est que je l'ai un peu abordé comme un film, en fait. J'avais les images en tête, je voyais à quoi elle ressemblait, je voyais ce qu'elle portait, je voyais les plaines fertiles dans lesquelles elle était, les villes, les cités, l'Olympe faite de miroirs, l'Hadès sombre, brumeux, mais avec ce grand palais, avec le mégaron, avec les murs cyclopéens. Enfin, je voyais tout, j'avais tout en tête, et je l'ai vraiment abordé comme justement, comme vous le disiez, comme un metteur en scène, comme un réalisateur, caméra en main. Et tout ce que mon regard balayait, il fallait que je le décrive. Donc après, j'ai beaucoup coupé pour évidemment que ce soit euh, lisible, mais vraiment tout ce que la caméra a un petit peu balayé, il fallait que je puisse le décrire. Que là, il y a un reflet d'or dans cette coupe, que la table avait de la nacre incrustée, que ici, elle passait, que ça faisait un son avec le bruit de son tissu du chiton. Je voulais que tout soit qu'on entre vraiment et qu'on se laisse porter par par un monde, quoi. Et tout est esthétique, hein.
tout ce qu'on visualise et l'écriture. Donc, c'est complètement réussi. Enfin, Merci. aucun doute là-dessus. Alors, par contre, moi, je me suis posé la question, je dis, mais alors, quand on arrive avec un premier roman aussi fort sur la mythologie, qu'est-ce qu'on va écrire après? Oh, waouh! Est-ce qu'on continue dans le créneau, au risque de se faire enfermer et se faire... Parce que ça, c'est très Ouais, compliqué. Il a écrit sur la mythologie, allez hop, c'est un historien, on le fout dans la case roman ouais. historique. Ou est-ce que vous avez envie, parce que là, il n'y a aucun doute, hein, vous savez raconter les histoires, hein. Même si vous avez réécrit, vous Ouais. allez raconter une histoire, la Ouais. vôtre, et votre vision. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Parce que moi, j'ai très envie d'avoir une nouvelle lecture de Benjamin Carteret. Ah, bah, je suis en plein dedans. En fait, quand j'étais sur le point de terminer Perséphone et j'ai eu deux. C'est drôle parce que Perséphone aussi à la base, il y a eu une sorte d'événement où j'ai montré à une amie un lieu particulier. C'est les Baux-de-Provence et dans les Baux-de-Provence, il y a cette sorte de grande porte dans les carrières des Lumières, cette grande porte sculptée qui ressemble vraiment à la porte des enfers, quoi, à la porte de l'Hadès. Et elle s'est retournée devant cette porte et je me souviens précisément du moment où je me suis dit elle est brune. Et je me suis dit, ah, s'il y avait une image pour pouvoir, pour illustrer le mythe de Perséphone qui remonte des enfers, ce serait ça. Donc j'ai pris la photo. Et en fait, j'ai eu, à la fin de Perséphone, j'ai vécu deux scènes un peu similaires qui m'ont qui m'ont donné envie, une impulsion d'écrire deux histoires qui sont encore liées à la mythologie. Et je pense qu'après, j'irai vers d'autres univers. Mais déjà, la deuxième idée de ces deux nouvelles idées sort un petit peu de cet univers-là. Donc, on est progressivement en train de partir vers d'autres sphères. Là, je suis en train d'écrire un roman épique dans la mythologie encore, avec un autre personnage qui cette fois joue un petit peu, et pour moi c'est un peu un diptyque. Avec Perséphone, on est dans le monde des dieux, et avec ce personnage-là et l'histoire que je suis en train de terminer et qui sera publiée en janvier 2026, Ah, super. voilà, on est chez les humains, dans le monde des mortels, et en fait on a un diptyque avec ces deux livres qui va être une grande fresque mythologique qui permet de balayer beaucoup de choses, qui permet de faire un grand voyage, et en fait cette histoire est une nouvelle Odyssée, pas du tout liée à Ulysse. C'est une nouvelle Odyssée et en fait, je comble un trou dans une histoire qui, 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 qui laisse libre 10 années en fait et je viens d'écrire l'évolution de ce personnage pendant 10 années. Voilà, donc ça c'est celui sur lequel je travaille et l'autre idée que j'ai déjà bien avancé pour ne pas dire euh, que j'ai bien avancé, il faut que je la retravaille un petit peu, c'est c'est une transcription d'une pièce d'Euripide, donc une pièce antique, dans le milieu de l'art contemporain aujourd'hui. Qui va Donc rejoindre votre métier. voilà, là pour moi c'est vraiment la jonction des deux univers et Ouais. là pour le coup on est dans quelque chose qui sera beaucoup plus violent, acide et, euh, et presque cynique sur le monde. Donc ce sera différent. Alors, pendant qu'on discutait, il y a des lecteurs qui ont posé des questions. Alors, je vais vous poser la question de Camille. Elle dit, l'amour entre Hadès et Perséphone naît dans un contexte de contrainte. Comment avez-vous évité l'écueil d'une romance qui pourrait être perçue comme problématique? C'est une très bonne question et c'est vrai que ça a été un petit peu mon fil rouge pendant l'écriture de toute cette partie du livre. Pour moi, c'était important que par le dialogue entre les deux personnages, on comprenne en fait que la situation n'était pas ce qu'on imaginait qu'elle était et qu'on puisse par, euh, par les révélations que Hadès va faire à Perséphone, qu'on comprenne en fait que euh, ce qui a motivé ces actes et ce qui va progressivement les rapprocher, puisqu'en fait, quand ils vont se parler, qu'ils vont se comprendre l'un l'autre, en fait, c'est ça. Et on est à la base du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que pour que le syndrome de Stockholm marche, pardon, je fais une parenthèse, il faut plusieurs éléments. Il faut qu'il y ait une personne enlevée, il faut qu'il y ait un ravisseur, et surtout, il faut qu'il y ait un ordre en place contre lequel la personne enlevée et le ravisseur vont s'opposer. Ils vont se construire contre cet ordre-là. Et en discutant ensemble, c'est ça la glu du syndrome de Stockholm, ils vont se rendre compte qu'ils ont un avis similaire sur une situation qui les a poussés à se rebeller. Et c'est là où ils vont
eux-mêmes renverser la donne. Souvent dans des cas de, je me souviens d'une histoire d'une princesse italienne qui s'était fait enlever et qui en fait avait épousé les idées de son ravisseur, comme son ravisseur avait épousé un peu ses idées rebelles, et c'était tous les deux retournés contre la famille très riche de cette princesse italienne. Bref. Et donc du coup, ils vont se comprendre et c'est ça qui fait que enfin, c'est ça que j'ai essayé pour éviter de tomber un petit peu dans le gouffre de ce qui est à tout moment ce qui était possible de, de riper sur la pierre et de tomber dans ce gouffre-là, c'était qu'ils se comprennent et ce soit pour que l'histoire d'amour fonctionne, il fallait que les deux presque s'excusent, enfin euh, ouais, se comprennent et acceptent cette part d'ombre qu'ils voient en fait l'un l'autre. Et en fait, les deux personnages se ressemblent beaucoup, mais sont à différents stades de leur réalisation personnelle. Et en fait, à un moment, on pense qu'évidemment, c'est Hadès qui contrôle en fait cette situation, puisque c'est sa captive. Mais en fait, on se rend vite compte que Perséphone est un petit peu plus, et elle est un petit peu plus loin, elle, dans ce qu'elle, dans sa construction personnelle et dans son grand refus qu'elle fait. Et en fait, c'est elle qui amène Hadès à arriver et à dire non avec elle, en fait. Et c'est elle qui va le chercher, en quelque sorte, celle qui va lui dire, mais ouvre les yeux, ce que tu vis, ce n'est pas normal. Tout ça n'est pas normal, en fait. On devrait dire non ensemble. Toi et moi, on est pareil, sauf que toi, en fait, tu es perdu dans les brumes d'un monde que tu subis. Et en fait, elle dit, moi, j'ai décidé de ne plus subir rien. Donc en fait, moi, j'accepte ça parce que ça me convient. Et toi, tu viens avec moi et c'est elle qui vient le chercher, en fait. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai essayé de faire que l'histoire d'amour soit déjà pas ce qu'on attend et surtout qu'on tombe pas dans l'écueil, justement, de quelque chose d'un petit peu glauque qui, à tout moment, pouvait arriver. Alors Aurélie, elle demande si Perséphone est-elle une vraie révolutionnaire. Je pense, effectivement, je pense parce que même moi, par moment, je lui ai prêté des mots ou des avis qui n'étaient pas ceux que je partage, que j'aurais peut-être partagé dans une situation similaire. Et c'est là où c'est magique, c'est que ben, oui, c'est une vraie révolutionnaire dans le sens où elle est presque extrême dans ses réactions. Et elle est très adolescente aussi. Et c'est ça que je voulais aussi garder, c'est que ben, elle est vraiment, c'est le feu pur, brut, c'est le diamant brut Perséphone. Et en ça, on pourrait dire qu'elle est révolutionnaire parce que toute forme d'oppression, parce qu'elle a vécu, toute forme d'oppression ou de soumission est absolument mais impossible. Elle est non négociable et presque ça va. C'est même pas qu'elle la rejette, c'est qu'elle la combat. Elle va dans l'agressivité. C'est un personnage qui est assez agressif dans sa rébellion. Alors lui, Dimitri, il a beaucoup aimé votre livre. Et il dit que ce roman, alors votre roman questionne un ordre divin, oppressif et genré. Peut-on y voir un écho au débat contemporain sur le pouvoir et le patriarcat? Bah, totalement, totalement. C'est toute la métaphore filée de ce livre, c'est ça en fait la mythologie. La mythologie, c'est pas quelque chose de figé. On en parlait ce matin, Nathalie. La mythologie n'est pas quelque chose de figé. La mythologie, ce sont des structures très malléables que les hommes se sont créées pour pouvoir expliquer beaucoup de choses. Or, si les structures est malléable, elle se transmet de génération en génération et de siècle en siècle. Et nous, aujourd'hui, on arrive avec Perséphone et Déméter, et en fait, c'est pas un mythe qui nous parle d'une déesse du printemps qui se fait enlever par le roi des enfers. C'est un mythe qui nous parle de beaucoup plus de choses qui peuvent, nous, aujourd'hui, faire écho à ce qu'on vit. Et justement, ce patriarcat oppressant et qui est tellement enraciné dans nos consciences et dans notre inconscient, c'était un moyen de le grimer un petit peu et de presque jouer, parce que je me suis régalé quand j'ai décrit l'Olympe, qui est un petit peu le haut lieu, le centre de ce pouvoir patriarcal. Je l'ai couvert de surfaces polies, lisses, brillantes, réfléchissantes. L'Olympe est entièrement construite en miroir. Et c'était un petit peu un jeu cynique vis-à-vis du pouvoir du pouvoir global actuel et patriarcal. C'est que bah, c'est un pouvoir qui se regarde dans le nombril. Enfin, donc oui, effectivement, il y a un vrai parallèle avec ce qu'on vit. Et notamment ben, notre rapport à la nature, à l'environnement aussi. Euh, Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a perdu un lien, on a perdu un lien qui est essentiel avec la nature, qui est un lien d'interdépendance. On a oublié dans notre toute-puissance d'humain,
on a oublié dans notre toute-puissance d'humain qu'en fait, en fait, on est des animaux. Et, et on a voulu se croire, on a voulu se prendre pour des dieux, et on se prend pour des dieux, et on a des nouveaux dieux aujourd'hui. On a l'argent, le numérique, euh, le politique, d'une certaine manière, qui devient complètement ingérable. Je ne sais même plus si on peut appeler ça de la politique. Et, et ce sont des nouveaux dieux, et en fait, on se crée en fait les dieux qui sont à notre image. Et en fait, ce livre, c'est un petit peu une sorte de reset et de dire non, en fait, enfin, pour moi en tout cas, et c'est pour ça que je l'ai à la base écrit pour moi, c'est non, moi, les valeurs qui sont importantes pour moi, c'est l'égalité, notre rapport à la nature, le fait de pouvoir dire non, le refus, et le refus de quoi? Bah, de choses comme un ordre patriarcal qui est profondément inégal et, et, euh, et une hiérarchisation à l'extrême qui est traumatisante et surtout des actes qui sont impardonnables et qu'il faut absolument adresser. Voilà. Alors Claude, elle voudrait savoir si l'intention que vous aviez dans ce livre était entre autres de familiariser le lecteur avec la mythologie grecque et son côté contemporain, ou il y avait autre chose. Oui, c'était ça. J'essaie de voir s'il y avait autre chose. Il y avait sûrement plein d'autres choses. Qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne quand il ferme le livre en fait? Que vous avez voulu absolument faire passer dans le livre et que vous dites, j'espère qu'ils auront chopé ce truc. Ça serait quoi? S'il fallait retenir qu'une chose. Une, c'est un peu réducteur parce qu'il y a plein de choses qu'il faut retenir dans ce livre et dans cette écriture, mais la principale, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous je, aimeriez qu'on vous dise de ce livre? je pense que, en fait, la première chose qui me vient est que, pour ne pas dire une conscience ou quelque chose comme ça, parce que ce serait profondément pompeux et pas du tout humble, mais je pense que de, et on me l'a dit. Déjà, j'ai une amie qui a 97 ans qui m'a dit en le lisant, oh, je me suis tellement retrouvé dans le personnage de la mère et dans le personnage de la fille, et c'est une femme de 97 ans, et je me suis dit, pff, alors ça déjà, c'est le... Et j'ai des femmes, des jeunes femmes de 18-19 ans qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était pour elles exactement ce qu'elles ressentaient. Des femmes, ma mère, ma sœur, mes amis. Des femmes de tout âge de tous les âges qui l'ont lu et qui se sont retrouvées dans ces personnages et que ça m'a énormément touché. Mais je pense que la chose pour moi, qui me touche le plus, qu'on pourrait, qu'on m'a dit et qu'on continue de me dire, c'est que ça a permis d'ouvrir sur une vision plus poétique du monde. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je pense on est trop pris dans notre quotidien urgent aujourd'hui et que tout est fait pour qu'on ne puisse plus voir le monde de façon poétique. Et je pense que si on voit le monde de façon poétique, on le voit de façon plus accueillante et de façon plus bienveillante. Et en fait, je pense de façon plus bienveillante et je pense que c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, c'est une vision poétique du monde. Ouais. C'est vrai que quand on referme le livre, on est hyper apaisé. On s'est dit, on était ailleurs et on a comme une sérénité, comme si on avait eu un lavage intérieur, voilà, on était loin, alors que bon, il se passe des trucs un peu violents quand même, hein, dans Ouais. le... Oui, On est mais un la peu loin. mythologie est violente, la Voilà. mythologie est crue. J'ai beaucoup de Et, lecteurs qui m'ont dit, il y a des moments, il y a un moment qui est extrêmement violent, il aurait fallu des trigger warnings. Et moi, je suis totalement contre les trigger warnings parce que ça veut dire que déjà en couverture, on annonce quelque chose sans laisser à l'auteur la possibilité de pouvoir l'amener de la façon qu'il semble ou qu'elle semble la plus à même de servir en fait l'histoire. Et je pense que la mythologie, c'est quelque chose de profondément violent et en fait, on l'oublie. Notre vie est extrêmement violente. Et c'est pas pour rien que les mythes sont violents, c'est qu'à un moment, les humains ont voulu créer des sortes d'histoires qui permettaient d'exorciser un petit peu toute cette violence. C'est d'ailleurs ce qui se passait dans les théâtres. Les histoires étaient d'abord racontées dans les théâtres, sous l'égide de Dionysos. Et en fait, Dionysos, c'était vraiment le dieu le plus violent. Et c'est pour ça que c'est sous son protectorat qu'on racontait des histoires dans des théâtres, les pièces qui sont devenues ensuite des pièces de théâtre dans son culte, et que il fallait exorciser en fait toute cette violence. Et la mythologie est violente, et oui, cette histoire est violente. est-ce que vous auriez un petit conseil de lecture à nous faire? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au lecteur? Lisez, quel livre vous conseillerez?
Si je vous demandais un conseil de lecture, qu'est-ce que vous me feriez lire, Benjamin? La première chose à laquelle je pense, on reste dans le même univers, donc Ouais. on n'est pas du tout dans la surprise. La première chose auquel je pense, on a parlé ce matin, ce n'était pas prévu, donc je l'avais à côté de moi parce que j'ai un ami très cher qui vient de m'offrir ce coffret. C'est Henri Boschot, j'en parle souvent, Henri Boschot, parce que c'est lui qui m'a donné, qui m'a fait réaliser qu'en fait les mythes sont profondément actuels, parce qu'en fait il a écrit une sorte de, il a écrit un diptyque lui aussi, Oedipe sur la route et Oedipe sur la route et Antigone. Et les deux livres sont d'une modernité folle, d'une poésie, d'une envolée lyrique. Et pour moi, enfin, j'espère que il m'a beaucoup inspiré. En tout cas, voilà, il m'a beaucoup inspiré. C'est un livre ce sont deux livres vers lesquels je retourne très souvent. Sinon, un livre que j'aime énormément, c'est Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse. Euh, Encore une fois, deux personnages, deux vies différentes et ils se croisent à un moment et ils font le constat des deux vies complètement différentes que ces deux qu'ils ont eues et c'est très émouvant. J'adore ce livre. Je remettrai la référence sous la vidéo, vous inquiétez pas, parce que souvent, voilà. Alors moi, mon conseil, il est là. Et là, franchement, on tient un truc. Mais moi, je vais le relire, parce que moi, j'aime bien relire. Ah ouais? Non, je fais partie... Oui, je suis un peu maso. Je fais partie des gens qui relisent. Et je trouve que quand Wow. on relit, parce que c'est ce que j'appelle les lectures bis. En général, quand je l'ai lu en grand format, là, je vais pouvoir le lire, voir s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Hmm. Je les Il y a une raconte. phrase sur Ah, 600 pages. Il y a ah, une ne phrase, me dites pas où. Ne me j'avais dites fait une erreur. Donc, Voilà, j'aime bien en voir parce que comme ça, on sait, on a déjà lu, mais on voit les détails et on voit des choses qu'on n'a pas vues à la première lecture. Et c'est toujours un bon moment. Alors, je dis pas, je vais le relire là, demain, hein, non, mais bah non. dans l'été, des fois, c'est bien de relire. Puis il y a beaucoup de réflexions. Moi, j'ai pris beaucoup de notes et je me suis dit, tiens, ouais, ça, j'avais pas pensé. Il dit là, ça a une réflexion sur soi-même. Donc voilà, donc Perséphone. Et depuis hier, sur les tables des bonnes librairies, c'est au livre de poche avec une sublime couverture. Donc voilà. Avant de vous donner le mot de la fin, Benjamin, nous, on se retrouvera exceptionnellement vendredi 4 avril, donc c'est le vendredi prochain à 18 h, où je recevrai Karine Tuile, qui vient de sortir un roman qui s'appelle La guerre par d'autres moyens, et c'est chez Gallimard. Donc c'est exceptionnellement vendredi à 18 h. Donc Benjamin, je vous laisse la lourde tâche de conclure l'émission. Merci, merci pour votre accueil, merci pour nos deux conversations, celle-ci et celle de ce matin, qui m'ont fait très plaisir. Et je vous souhaite à tous bonne lecture et belle traversée de cette mythologie euh, essentielle et profondément actuelle. Voilà. Parfait. Ben, bonne route à Perséphone et puis à bientôt, j'espère, Benjamin. Bonne soirée à tous.